Ma sœur a arraché mon téléphone de la table. Écoutons tous à qui le concierge a bien pu parler. Elle a activé le haut-parleur. La table éclata de rire. Je n'ai jamais tendu la main pour le prendre. Puis la voix s'est fait entendre, « Bonsoir, mademoiselle Marsh. Le conseil vient d'approuver votre acquisition de 14 millions de dollars. Les gens pensent que la patience est passive. Ce n'est pas le cas. La patience, c'est observer attentivement pendant 20 ans. Comprendre quelqu'un si complètement qu'on sait avant lui exactement ce qu'il va chercher. Je m'appelle Evelyn Marsh. Je me fais appeler Evie par les personnes qui ne travaillent pas pour moi. L'appel était prévu pour 19 heures. J'étais au courant depuis 3 semaines. Je n'en avais parlé à personne. Charlotte 6h15. Mon appartement au 18e étage donnait sur l'est, ce qui signifiait que le ciel passait du noir à l'orange à quelque chose d'à peine rose avant de se fixer dans un gris ordinaire. J'avais appris à l'ignorer. Les beaux levers de soleil ont tendance à vous ralentir quand un rapport de diligence raisonnable de 47 pages est encore ouvert sur votre écran central. J'ai fermé le dernier onglet à 6h12, envoyé le dossier signé à James Harrington, membre du conseil d'administration. Un homme patient, quelqu'un avec la qualité inhabituelle de ne poser qu'une seule question par conversation et d'attendre la vraie réponse. L'email de confirmation est revenu en 4 minutes. 6h14. Bien. 3 écrans, 2 tasses de café vides, un bloc-notes légal avec 6 lignes de notes dont je n'avais plus besoin. Je les ai organisées dans la pile de recyclage avec le même soin que j'organise tout. Coins alignés, pas d'excès. Mon collègue Marcus appelle cela un trait de personnalité. J'appelle cela une préférence pour ne pas gaspiller d'énergie dans l'entropie. Au coin du bureau, entre le bloc-notes légal et le chargeur de téléphone, il y avait un petit tableau dans un cadre en bois, une aquarelle de 10x12 5 cm. Les montagnes Blue Ridge peintes telles qu'elles apparaissent depuis un Porsche arrière début novembre, en couche et légèrement brumeuse. Le genre de peinture où le premier plan est plus net que l'arrière-plan. Je l'avais depuis 22 ans. Je ne l'avais jamais accroché au mur. Mes yeux se sont posés dessus un instant, peut-être 2. Puis j'ai pris mes clés de voiture. La situation de la blouse a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû. 8 minutes devant mon placard, je le sais, car j'ai vérifié l'heure quand j'ai commencé et je l'ai vérifié à nouveau quand j'ai finalement décidé. 8 minutes est objectivement le temps correct pour préparer une introduction de présentation. Ce n'est pas, selon la plupart des normes, le temps correct pour choisir quoi porter pour le dîner d'anniversaire de votre mère. Mais la plupart des gens qui vont au dîner d'anniversaire de leur mère n'y avaient pas pensé depuis 3 semaines. Voici le problème avec Renée. Ma sœur a un don. Pas un don inhabituel. Beaucoup de gens l'ont, mais elle est particulièrement douée pour capter l'ambiance d'une pièce et identifier le chemin le plus rapide vers son centre. Les vêtements sont des données. Elle lit ce que chaque choix communique avant même que la personne qui le porte ne le fasse. Bleu marine. Trop d'efforts. Quelque chose à commenter. Noir, qui cache quelque chose. Également quelque chose à commenter. Tout ce qui a un motif. Ambitieux. Certainement quelque chose à commenter. Gris. Anodin. Gris. Le genre qui dit, je travaille dans un bureau. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne menace la position de personne dans cette pièce. Le genre qui, si vous y prêtez attention, dit tout autre chose. La plupart des gens ne font pas attention. J'ai posé la blouse grise sur le lit. S'habiller pour l'invisibilité, c'est s'y engager complètement. De la même manière que l'on s'engage dans n'importe quelle stratégie. Pas de compromis, pas de juste milieu. Une blouse grise avec des boucles d'oreilles intéressantes n'est pas invisible. Elle essaie d'être invisible tout en étant un peu intéressante. C'est le pire des deux mondes. Cheveux gris simples attachés. Petite puce d'oreille en or que j'avais depuis la faculté de droit et auquel je n'avais jamais pensé. Exactement ce que porterait quelqu'un qui travaille simplement dans un bureau. J'ai fermé la housse à vêtements, préparé le café, calculé le trajet de 2h20 sur LI 26, en supposant qu'il n'y ait pas de travaux à Andersonville. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine. J'ai ouvert le calendrier. 19h. Appel du conseil acquisition Kellner. Approbation finale. L'heure affichée 6h43. Il m'est apparu,
non pas pour la première fois, que ce que je faisais ce soir n'était pas tout à fait ce que je me racontais que c'était. J'avais appelé cela une expérience. Laisser la vérité être visible, avais-je dit dans l'intimité de ma propre tête, la façon dont on formule les choses pour soi-même quand on n'est pas tout à fait prêt à être honnête sur sa motivation. Une expérience. Comme si je n'avais pas passé 22 ans à archiver exactement la façon dont Renée opérait. Comme si je ne savais pas déjà ce qu'elle ferait en voyant un téléphone sur la table avec un appel programmé. Comme si je n'avais pas choisi ce vendredi particulier pour une raison. Le café était prêt. Je l'ai versé dans un mug de voyage. 2 sucres. Pas de crème. J'avais arrêté de garder de la crème dans l'appartement il y a des années. Après avoir découvert que le lait des autres se périme plus vite que le vôtre. Une des petites efficacités de vivre seul. Le tableau était toujours sur le bureau. Je l'ai laissé là. Je le laissais toujours là. J'y pense depuis un moment, dis-je à personne. Puis j'ai conduit jusqu'à Asheville. Les montagnes commencent à environ 40 minutes de Charlotte. Une fois que l'on a dépassé les banlieues, les centres de distribution et les panneaux publicitaires des avocats spécialisés dans les accidents corporels, la route s'élève et les arbres changent, et quelque part après Tryon, la pression de l'air dans vos oreilles change légèrement. Comme si le monde s'ajustait à vous. J'avais parcouru cette portion de route suffisamment de fois pour ne plus penser au paysage. Je pensais à Renée, non pas avec colère. Je veux être clair à ce sujet. Ce que je ressentais en conduisant sur LI 26 vers Asheville ce vendredi matin n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus proche de la clarté spécifique que l'on obtient après avoir étudié un problème suffisamment longtemps pour qu'il cesse de vous surprendre. Renée ne me déteste pas. Je n'ai jamais cru cela. Ce dont Renée a besoin, c'est d'être la personne la plus remarquable dans une pièce. Et pendant la majeure partie de nos vies, elle a été exactement cela. Elle est charmante et bruyante, et elle rit d'une manière qui donne envie aux autres de rire avec elle. Et elle est vraiment douée pour certaines choses. Organiser, se souvenir, recevoir, faire en sorte que les gens aient l'impression que l'événement auquel ils assistent est le plus important au monde. Le problème avec le fait d'être si doué pour quelque chose est ce que cela coûte quand la pièce est bondée. Chaque fois que j'étais rentré à la maison au cours des 6 dernières années, je l'avais vue exécuter la même séquence. Elle posait des questions sur mon travail d'un ton qui suggérait qu'elle savait déjà que la réponse serait décevante. Elle formulait la question de manière à permettre l'une des deux interprétations. Elle travaille dans un endroit modeste et c'est bien. Ou elle travaille dans un endroit modeste et ne veut pas l'admettre. Dans les deux cas, le cadre restait. Toujours dans cette entreprise à Charlotte. Que font-ils déjà? Tu y es depuis 6 ans, pas de promotion ou juste pas le genre avec un changement de titre. Une fois, il y a 2 Thanksgiving, j'avais mentionné une affaire sur laquelle je travaillais, pas les détails, juste qu'elle était importante, qu'elle avait pris 8 mois. Renée avait hoché la tête et dit, c'est super, Evie. Puis elle avait passé les 4 minutes suivantes à raconter à table comment l'entreprise de Derrick avait remporté un contrat de comté. Son timing était précis. Pas cruel exactement, juste précis. J'avais arrêté de mentionner les choses après cela. La route serpentait à travers une brèche entre 2 crêtes et la lumière du matin frappait le pare-brise sous un angle qui m'obligeait à baisser le pare-soleil. Ça a commencé avant les emplois, avant Charlotte, avant tout ça. Ça a commencé avec une peinture. J'avais 11 ans. Notre école organisait une exposition d'art chaque novembre. Rien d'élaboré. Juste le gymnase décoré avec les travaux des élèves et une table pliante avec de la limonade et ses biscuits au sucre en forme de feuilles que les parents apportaient. J'avais travaillé sur le mien pendant 3 semaines. Une aquarelle. Les montagnes derrière notre maison un matin de novembre, quand le brouillard est bas et que la crête au-dessus semble flotter. Ma professeure, Madame Caldwell, était passée 2 fois devant ma table sans rien dire, ce qui signifiait qu'elle observait. L'exposition avait lieu un samedi, de 13h à 15h. Renée avait un récital de piano en même temps. Elle s'y était préparée pendant 6 mois, pas tous les jours, pas avec une discipline particulière, mais c'était sur le calendrier et c'était à elle. Mes parents me l'avaient dit la veille. Nous essaierons de venir pour une partie du tien, mais Renée a tellement travaillé pour ce récital. Et tu sais comme elle est nerveuse. Elle a besoin de nous là-bas. Ma mère le dit comme elle disait la plupart des choses difficiles, rapidement, suivi immédiatement d'un changement de sujet,
comme si la vitesse pouvait réduire l'impact. Je lui ai dit que c'était bien. Je suis resté près de ma peinture à 13h15 et j'ai regardé d'autres familles arriver. Certains parents apportaient des fleurs. Quelques-uns apportaient des ballons. Le gymnase sentait les baskets mouillées et la douceur spécifique du glaçage bon marché. Et chaque chaise pliante du deuxième rang était occupée par la mère, le père ou la grand-mère de quelqu'un, et pas une seule n'était la mienne. À 14h15, les juges faisaient leur ronde. J'ai vu une femme en cardigan vert s'arrêter longtemps devant mon œuvre. Elle a écrit quelque chose. Puis elle est passée. À 14h40, ils ont annoncé la catégorie aquarelle. Première place, le ruban était rouge. Ruban rouge épais avec des lettres dorées. Le genre qui paraissait important dans la main. Le genre qui suggérait que celui qui l'avait fait comprenait que gagner devait ressembler à quelque chose. Madame Caldwell me le tendit et dit, je le pensais bien. Ce qui était la chose la plus gentille qu'un professeur m'ait dite jusqu'à ce moment de ma vie. Je l'ai plié en deux et mis dans la poche intérieure de ma veste. Non pas parce que j'étais embarrassé. Je ne pense pas que ce soit de l'embarras. Je ne savais juste pas quoi faire de ce bonheur quand il n'y avait personne vers qui courir. Mes parents sont rentrés à 16h30. René avait bien réussi. Ils l'emmenaient fêter ça à un dîner spécial. Juste nous trois. Elle le mérite. Et n'est-ce pas une belle soirée pour elle? Ma mère a demandé presque à la porte, déjà à moitié vers la voiture. Le truc de l'art s'est bien passé, chérie? Bien, dis-je. Ça s'est bien passé. 3 semaines plus tard, j'ai mentionné en passant que j'avais gagné. Ma mère a dit, oh, vraiment, d'un ton qui suggérait qu'elle pensait aussi à autre chose. Le ruban est resté dans la poche de ma veste jusqu'à ce que la veste devienne trop petite. Puis je l'ai mis dans une boîte à chaussures. Puis finalement je l'ai mis quelque part où je sais encore exactement où il est. C'est de là que vient la blouse grise. C'est de là que viennent la plupart de mes décisions, si je suis honnête, ce que j'essaie d'être en privé, du moins quand il n'y a personne pour qui jouer la clarté. Je me suis engagé sur la bretelle de sortie pour Asheville. Les montagnes étaient proches maintenant de tous côtés, comme elles le deviennent quand on est entré dans le bassin, comme si elles attendaient. Il y a 3 semaines, quand l'invitation de James Harrington est arrivée, quelque chose m'était venu à l'esprit. Pas exactement de la vengeance. J'ai pensé à ce mot et je l'ai écarté, c'était plus comme une expérience. Je voulais voir ce qui se passerait si j'arrêtais de faire des pieds et des mains pour me cacher. J'avais confirmé à ma mère que je viendrais dîner. J'avais confirmé à James que le créneau de 19h fonctionnait toujours. Je n'avais rien changé à aucun des plans. Le reste n'était que de l'arithmétique. Je me suis garé dans l'allée à 17h30. La lumière de la cuisine était allumée. À travers la fenêtre d'entrée, je pouvais voir le jaune chaud de la cuisine, le même jaune qu'elle avait depuis 30 ans, et la silhouette de ma mère passer devant, et la voix de René portée à travers la vitre avant même que j'aie coupé le moteur. Elle tenait déjà la cour. J'ai pris une inspiration, vérifié l'heure. Puis je suis sorti de la voiture. Ma mère est venue à la porte avant que j'atteigne les marches du porche. Elle devait me regarder depuis la fenêtre de la cuisine. Elle fait ça. Elle l'a toujours fait. La vigilance spécifique d'une femme qui a appris très tôt que les gens partent sans prévenir et a passé 30 ans à surveiller l'allée, juste au cas où. Elle a ouvert la porte et est descendue les 2 marches et m'a serré dans ses bras. La façon dont elle serre quand elle le pense, plutôt que la façon dont elle serre quand il y a d'autres personnes qui regardent. Elle sentait la même lotion qu'elle utilisait depuis toujours. Quelque chose à base de lavande. Je n'ai jamais regardé l'étiquette. Tu es venue, dit-elle. Joyeux anniversaire, maman. Elle recula pour me regarder. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux depuis la dernière fois. Des fines, le genre qui n'apparaissent que sous une certaine lumière, ce qui signifiait que j'étais assez près pour les voir. Elle semblait fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure de la journée. J'ai noté cela. René disait qu'elle n'était pas sûre que tu pourrais venir, a dit ma mère. Avec le travail, j'ai réorganisé certaines choses. Elle a hoché la tête comme si cela expliquait quelque chose. Et peut-être que c'était le cas. Et puis elle a tenu la porte ouverte et je suis entré. La maison de Kimberly Avenue était la même depuis mes 7 ans. Même cuisine jaune qui avait semblé gaie autrefois et qui semblait maintenant juste têtue.
Même parquet qui annonçait chaque pas, que vous le vouliez ou non. Même odeur de vieux bois et la chaleur particulière d'une maison qui a été chauffée et refroidie pendant 30 hivers. J'avais toujours pensé qu'on pouvait en dire beaucoup sur une famille par ce qu'elle gardait et ce qu'elle laissait changer. Et cette maison gardait tout sauf le mur près de l'escalier qui avait été refait à un moment donné. Nouvelle peinture, plus claire, et dessus, une grande photo encadrée de René et Derek à Hawaï. Elle en robe d'été, lui souriant, tous deux bronzés et sans effort. En dessous, 2 cadres plus petits, les filles de René à un anniversaire, des ballons roses, du glaçage sur leur visage. Et dans le coin, presque derrière le nouveau poteau, où il faudrait le chercher pour le voir, ma photo de remise de diplôme de la faculté de droit, 10x15cm dans un cadre de pharmacie qui avait légèrement jauni sur les bords. Je l'ai regardé exactement le temps qu'il m'a fallu pour l'enregistrer. Puis je suis entré dans la cuisine. René était déjà là, ouvrant une bouteille de vin et expliquant l'étiquette à Derek, qui écoutait avec l'expression d'un homme qui a écouté de nombreuses explications sur le vin et prévoit d'en écouter beaucoup d'autres. Elle leva les yeux quand j'entrai et son visage fit ce qu'il faisait toujours, la chaleur qui arrivait une demi-seconde trop vite. Comme si elle attendait juste en coulisses. « Evie, tu es vraiment venue ?» Elle posa la bouteille et me serra dans ses bras, un bras bref. Je n'étais pas sûr. Maman disait que tu étais débordée. Je n'étais pas si débordée. Tu es toujours débordée. Elle le dit comme on dit quelque chose qui est censé ressembler à de l'admiration mais qui atterrit comme un diagnostic. C'est un peu ton truc. Derek me serra la main. Il a toujours été correct avec moi. Derek poli à la manière spécifique de quelqu'un qui a fait la paix en privé avec les dynamiques familiales de sa femme et a choisi le non-engagement comme stratégie. Je le respecte honnêtement. Cela demande de la discipline. Le dîner était dressé dans la salle à manger, que René avait entièrement arrangée. Une nappe que je ne reconnaissais pas. Petite bougie. Un centre de table de branches d'automne et de fleurs séchées qu'elle avait clairement apporté de sa propre maison. La salle à manger de ma mère faite à l'esthétique de René. Je me suis assise à l'extrémité près de la porte de la cuisine et j'ai posé mon téléphone sur la table à côté de mon assiette, face cachée. La tante de René, Harriet, et son mari Tom arrivèrent 7 minutes plus tard. Harriet est une femme de 63 ans qui commande tout et ne veut faire de mal à personne. Elle opère à une fréquence légèrement désynchronisée avec toute conversation en cours, apportant des observations précises mais adjacentes à ce qui est réellement discuté. Tom, son mari, a le don d'être à l'aise dans n'importe quel environnement, ce qu'il réussit principalement en dormant la plupart du temps. L'amie de ma mère, Lisa, complétait la table. Elle et ma mère sont amies depuis un groupe d'église en 1998, et elle a la chaleur particulière de quelqu'un qui a observé cette famille pendant 25 ans et sait quel sujet éviter. Les 20 premières minutes furent bien. Le vin fut versé, le pain passé, l'anniversaire de ma mère fut célébré avec un petit gâteau que René avait commandé dans une pâtisserie de West Asheville. Il portait son nom en écriture cursive. Les bougies furent allumées et nous chantâmes et ma mère parut ravie de la manière légèrement dépassée des personnes qui ne s'attendent pas à être célébrées. Puis la nourriture arriva et René se tourna vers moi. Alors Evie, toujours dans cette entreprise à Charlotte. Comment s'appelle-t-elle? J'oublie toujours. Cassidy Marsh, c'est ça? Cassidy Marsh. Ils te tiennent occupé? Elle était déjà en train de couper son poulet quand elle a posé la question, ce qui signifiait que la question n'en était pas une. C'était un marque-place. Le prélude à ce qui allait suivre. Raisonnablement, dis-je. Quelqu'un de spécial ces jours-ci, ou est-ce encore principalement le travail? Harriet leva les yeux. J'ai entendu dire que Charlotte avait maintenant un Trader Joe's. C'est près de chez toi, Evie? La tête de Tom s'inclina brièvement vers l'avant, puis se redressa. C'est à environ 10 minutes, dis-je à Harriet, puis à René parce qu'elle me regardait toujours. Principalement le travail. René hocha la tête avec une expression qui parvenait à communiquer à la fois sympathie et confirmation simultanément. L'expression disait, je le pensais bien. L'expression disait, ça se tient. Elle ne dit rien de tout cela à voix haute parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle passa à elle-même, ce qui était la prochaine étape naturelle. Elle développait une présence de marque, expliqua-t-elle à la table. Elle faisait du contenu depuis 2 ans, lifestyle, maison, vie intentionnelle,
et elle avait récemment rencontré une femme qui dirigeait un collectif de petits créateurs et mettait en place des forfaits de partenariat de marque. Il y avait de l'argent réel là-dedans, dit-elle. Les yeux de Dororik firent quelque chose du côté de la corbeille à pain. Evie, tu travailles dans les affaires. Tu sais comment c'est, l'esprit d'entreprise. Il faut juste être prêt à investir au début et à faire confiance au processus. Elle pointa une fourchette dans ma direction. Tu comprends ça mieux que la plupart des gens à cette table. J'ai posé mon verre de vin. Dis-moi plus sur le modèle de revenu, me dit-elle. J'écoutais avec la partie de mon esprit qui traite l'information et utilisais l'autre partie pour faire les calculs réels. 4200 abonnés au taux d'engagement actuel. 1 à 2 contrats de marque par mois au prix qu'elle décrivait. Soustraire le coût de production de contenu qu'elle avait mentionné. Soustraire les frais du collectif. Soustraire l'équipement qu'elle avait mentionné avoir besoin de mettre à niveau. Le chiffre qui en sortait était de moins 23%. Généreusement. Intéressant, dis-je. René sourit comme si j'avais été d'accord avec elle. De l'autre côté de la table, Dororik prit son verre de vin et but une longue gorgée silencieuse. À 6h42, René regarda mon téléphone. Je l'ai regardé la regarder comme je l'avais vu regarder tout ce qui m'appartenait depuis que nous étions enfants, avec désinvolture, avec l'hypothèse établie que quoi que ce soit, elle avait droit à une opinion à ce sujet. Elle regarda l'écran sombre. Elle regarda la façon dont il était placé. Elle me regarda à nouveau. Quelque chose derrière ses yeux se recalibra. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau et n'ai rien dit. 17 minutes. La conversation a avancé. La façon dont les conversations lors des dîners de famille tournent toujours en cercle qui ressemble à un mouvement vers l'avant. L'amie de ma mère, Lisa, a posé des questions sur les petits-enfants d'Harriet. Harriet a sorti son téléphone et a montré des photos. Tom s'est réveillé assez longtemps pour admettre que le plus jeune avait grandi. Dororik a rempli les verres de vin de tout le monde sans qu'on le lui demande, ce que j'ai noté comme l'action d'un homme qui a appris que la meilleure façon de survivre à un dîner de René est de rester utile. Puis René a dit, en fait, j'ai été curieuse, Evie. Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Au jour le jour, par exemple? La table ne se tut pas. Elle accorda juste une qualité d'attention différente. Acquisition d'entreprise, dis-je. Même réponse qu'avant, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme, une journée dans ta vie. Elle pencha la tête, sincèrement curieuse, ce qui semblait être le don qu'elle avait de générer l'apparence d'une curiosité authentique sur commande, ce qui rendait impossible de nommer la question pour ce qu'elle était sans paraître sur la défensive. Nous conseillons les entreprises sur les transactions, dis-je. Fusion, acquisition, cession. Alors, tu es comme une consultante, une conseillère. C'est légèrement différent. Elle réfléchit. Alors, tu n'achètes pas vraiment les entreprises, tu les aides juste à s'acheter mutuellement. C'est une façon de le dire. Comme une intermédiaire, dit-elle. Puis, à la table, de manière conversationnelle, Evie est en quelque sorte une intermédiaire pour les entreprises qui veulent acheter d'autres entreprises, ce qui est vraiment intéressant en fait. Je n'ai jamais su que c'est ce que tu faisais. De nouveau à moi. Ça paie bien? Ça doit être un peu de niche. Voilà. Non pas un seul coup, mais 3. Tu ne possèdes rien. Tu travailles pour les affaires des autres et maintenant je vais poser des questions sur ton salaire devant tout le monde en le présentant comme un compliment. Ça paie bien, dis-je. C'est super. Elle tendit la main vers le pain. L'entreprise de Derek vient de terminer un projet commercial. C'était quoi? Un contrat total de $800 000, quelque chose comme ça. Elle le regarda. Il hocha la tête une fois, regardant son assiette. C'est bien quand les choses se passent bien, dit-elle. J'ai pris ma fourchette. J'ai mangé un morceau de poulet que je n'ai pas goûté. Harriet a dit quelque chose à propos d'une propriété que son gendre avait vendue récemment et comment le marché avait été quelque chose d'autre ces jours-ci. Tom a demandé si quelqu'un voulait plus de pommes de terre puis s'est répondu en les passant à personne en particulier. Je veux faire une pause ici et vous dire quelque chose que je ne dis habituellement pas aux gens. Non pas parce que j'ai décidé que vous le méritiez, mais parce que je pense que c'est pertinent pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, ce que j'ai fait et pourquoi, et si ce que j'ai fait était réellement ce que je me disais que c'était.
Assise à cette table, écoutant René expliquer à l'ami de ma mère que j'étais essentiellement une entremetteuse, une fonctionnaire, une intermédiaire, une femme qui aide des personnes plus importantes à faire des choses plus importantes. J'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais, non pas de la colère, quelque chose de plus ancien que la colère, quelque chose qui avait la forme d'une enfant debout devant la porte d'un gymnase à 2 heures de l'après-midi, regardant toutes les autres familles arriver. Tenant un prix qu'il n'y avait personne à qui donner. J'avais géré ce sentiment pendant 22 ans. J'étais devenue très bonne à cela. Je l'avais canalisé dans chaque lever de soleil, chaque fin de nuit, chaque affaire qui prenait plus de temps qu'il n'aurait fallu, chaque conférence téléphonique depuis une chambre d'hôtel dans une ville dont je me fichais. Chaque moment où je m'asseyais en face de quelqu'un qui me sous-estimait et les laissais continuer jusqu'à ce que les chiffres racontent une histoire différente. Et je me suis dit que ce soir était différent. Que ce n'était pas à propos de cet enfant à la porte du gymnase. Que j'en avais simplement fini de me cacher. Que le plan était juste clarté, visibilité. Laisser la vérité être présente dans la pièce. Mais assise là, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais pas permis de comprendre auparavant. Le plan était précis. J'avais choisi un vendredi. J'avais confirmé une heure. J'avais mis le téléphone à portée de main. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui a simplement cessé de se cacher. Ce sont les actions de quelqu'un qui a attendu avec une patience considérable le bon moment pour cesser d'être invisible d'une manière qui serait difficile à ignorer. Le mot pour cela n'est pas expérience. Je savais quel était le mot pour cela. J'ai vérifié ma montre sous la table. 6h51. 9 minutes. René était passée à autre chose. Elle racontait à Lisa une rénovation qu'elle voulait faire dans la chambre arrière. Quelque chose avec du bardage en bois qu'elle avait vu sur Instagram. Et Doric apportait de petits sons affirmatifs à intervalles appropriés. Et ma mère écoutait avec l'expression particulière qu'elle a quand elle essaie de suivre une conversation qui a avancé plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Les bougies avaient brûlé sur environ un quart de pouce. Dehors, il faisait maintenant complètement nuit, ce qui arrive tôt en octobre une fois qu'on est dans les montagnes. À 6h54, l'écran de mon téléphone s'est brièvement allumé puis s'est éteint. L'angle de l'appareil signifiait que seul moi et René, assise 2 sièges à ma gauche et l'ayant apparemment suivi des yeux pendant les 12 dernières minutes, pouvions le voir. « Est-ce un appel professionnel ?» demanda-t-elle. Même ton chaleureux. Même tête penchée. Appel programmé à 7 heures. Elle rit, non pas méchamment, juste avec le léger avantage de quelqu'un qui note un fait qu'elle trouve prévisible. Un vendredi, ils te font vraiment travailler si dur. C'est bon. Ton entreprise n'a pas de règles à ce sujet? Comme les soirs et les week-ends. Elle jeta un coup d'œil à Derek. Les gars de Doric débauchent à 17 heures. Il est assez ferme à ce sujet. Industrie différente, dis-je, je suppose. Elle regarda de nouveau le téléphone, puis moi. Et la chose qui avait changé derrière ses yeux pendant les 15 dernières minutes changea à nouveau. Ça doit être agréable. Toujours nécessaire. Il y avait quelque chose dans cette phrase. Ça doit être agréable. Toujours nécessaire, qui ne correspondait pas tout à fait à la conversation que nous avions eue pendant le dîner. C'était la première chose qu'elle avait dite de toute la soirée qui ne contenait pas un vecteur de mépris clair. Pendant un instant, j'ai presque pensé qu'elle le pensait. Puis j'ai pensé à la photo de remise de diplôme dans le coin derrière le nouveau poteau et j'ai pensé à l'intermédiaire et j'ai pensé, non, elle se recalibre juste à nouveau. Elle a vu l'appel programmé et la recalibration a produit de la chaleur au lieu de la condescendance. Même instrument, réglage différent. J'ai dit, merci. À 6h57, Harriet a demandé si quelqu'un voulait du café avec le dessert. Et cela a donné lieu à une petite discussion logistique pour savoir si la cafetière utilisait des capsules individuelles ou le type normal. Et ma mère s'est levée pour aller vérifier. Et Lisa l'a accompagnée. Et Tom s'est rendormi. Et Derek a pris brièvement son téléphone sous la table puis l'a reposé. René tendit la main vers la bouteille de vin. Ses yeux se posèrent sur mon téléphone. L'écran s'était de nouveau allumé, une brève notification, le texte visible pour quiconque aurait regardé. Appel Kellner 19h. Elle le regarda, puis elle me regarda. Je la regardai en retour sans expression, ce qui n'est pas quelque chose que j'ai besoin de pratiquer. À 6h58, elle tendit la main à travers la table.
Ses doigts se refermèrent sur mon téléphone avant que je n'ai bougé sur ma chaise. Elle le ramassa de la même manière qu'elle avait ramassé le ruban rouge de la poche de ma veste quand j'avais 11 ans, avec désinvolture, sans cérémonie, la confiance inébranlable de quelqu'un à qui on n'a jamais dit que certaines choses n'étaient pas les siennes à gérer. Elle le retourna, regarda l'écran, regarda la table, sourit. Écoutons tous à qui le concierge a bien pu parler. Elle activa le haut-parleur. Je n'ai pas tendu la main pour le prendre. La table était en pleine conversation quand elle a pris le téléphone. Harriet disant quelque chose sur la clôture d'un voisin. Lisa écoutant à moitié. Ma mère revenant juste de l'encadrement de la porte de la cuisine. Et quand René a dit « Écoutons tous à qui le concierge a bien pu parler », les conversations ne se sont pas arrêtées d'un coup. Elles se sont arrêtées en séquence. Harriet d'abord parce qu'elle était la plus proche et toujours attentive à la possibilité que quelque chose de plus intéressant se passe. Puis Lisa, lisant le visage d'Harriet, puis ma mère, qui s'était retournée au son de la voix de René et était encore en train de digérer ce qu'elle avait entendu. Le téléphone reposait dans la paume de René, haut-parleur vers le haut, légèrement incliné vers le centre de la table. Les personnes à cette table attendaient quelque chose de petit. Un collègue appelant pour une réunion reportée, une confirmation de livraison de nourriture. La catégorie spécifique d'appel qui prouve qu'une personne est liée à son travail, incapable d'être pleinement présente même à un dîner de famille, ce qui est exactement le genre de choses qui est commenté. C'est ce qu'elles attendaient. C'est le cadre que René avait construit avec le mot concierge. Quelque chose de mineur, de confirmable, quelque chose qui ferait rire tout le monde de la manière facile dont on rit. Quand quelqu'un a eu raison en douceur sur quelqu'un d'autre, je me suis assise les mains sur les genoux. À exactement 19h, le téléphone sonna. René répondit. J'ai observé son visage pendant qu'elle faisait la légère performance de désinvolture, la façon dont elle composait déjà l'expression qu'elle adopterait une fois que l'appel s'avérerait insignifiant. Elle le leva un peu, le présentant, un petit théâtre. Puis la voix s'est fait entendre. Bonsoir, mademoiselle Marsh. C'est James Harrington qui appelle du conseil d'administration. Une pause. La pause d'un homme qui consulte ses notes. Sans précipitation. Je voulais vous joindre avant le week-end. Le vote a été rendu il y a environ 1 heure. Unanimité. L'acquisition de Kellner est approuvée à 14,2 millions de dollars. Félicitations. Une autre pause. Plus chaleureuse cette fois. C'est exactement le genre d'affaire qui nous met sur la carte. Je vous enverrai les documents d'ici le matin. Profitez de votre soirée. L'appel ne s'est pas terminé de manière dramatique. Il n'en avait pas besoin. James Harrington raccrocha comme les gens raccrochent efficacement. Sans cérémonie, déjà passé à la tâche suivante de sa liste. Il n'avait aucune idée d'avoir dit quoi que ce soit d'inhabituel. Il avait appelé une collègue pour confirmer une bonne nouvelle. C'était tout pour lui. Pour la table, c'était autre chose. Le silence qui suivit n'était pas le silence d'une pièce qui n'a rien à dire. Je veux être précise à ce sujet car j'ai entendu ce silence décrit de manière erronée et cela compte. Ce n'était pas un choc au sens théâtral, pas de halètement, pas le bruit d'argenterie tombant sur de la porcelaine. C'était le silence qui vient quand une pièce fait quelque chose. Calcule, effectue la même recalculation, chaque personne a une vitesse différente, tout arrivant à la même destination. Harriet fut la première que je regardai. Sa bouche s'était refermée sur tout ce qu'elle s'apprêtait à dire sur la clôture du voisin, et elle fixait le téléphone dans la main de René avec une expression que je ne peux décrire que comme authentique. Aucune performance là-dedans, juste le visage d'une femme à qui on vient de donner une information qui ne correspondait à aucun des endroits où elle avait prévu de la ranger. Dererick posa sa fourchette. Il le fit avec précaution. La façon dont on pose quelque chose quand on a besoin d'avoir les mains libres pour faire face à ce qui vient ensuite. Il ne regarda pas René. Il regarda la table. Ma mère était devenue très immobile dans l'encadrement de la porte. Elle tenait toujours le torchon qu'elle avait apporté de la cuisine. Elle me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, ou peut-être l'avais-je vue quand j'étais très jeune et l'avais oublié, quelque chose qui essayait de se rattraper. Lisa s'était légèrement tournée sur sa chaise, s'éloignant de René et se tournant vers moi avec la réorientation instinctive de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il regardait dans la mauvaise direction. Tom était incroyablement réveillé.
La qualité particulière du silence avait dû atteindre l'endroit où il se rend quand il dort pendant les dîners de famille. Car ses yeux étaient ouverts et il regardait le téléphone dans la main de René avec l'expression légèrement perplexe de quelqu'un qui est arrivé à un film après la scène d'ouverture et essaie de comprendre l'intrigue. Et René. René tenait toujours le téléphone. Elle ne l'avait pas posé. Je ne pense pas qu'elle ait décidé de le garder. Je pense que sa main n'avait tout simplement pas encore reçu l'instruction. Son visage faisait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant, ce qui était rien. Pas la chaleur jouée, pas la curiosité avec la tête penchée, pas le rire rapide qui redirigeait une pièce, juste l'immobilité. Le visage sous le visage brièvement visible. Elle regarda le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone. Je me suis levé. J'ai contourné la table. Pas rapidement, pas lentement. Le pas de quelqu'un qui a un endroit où aller et gère son temps en conséquence. J'ai tendu la main et après un instant pendant lequel plusieurs choses se sont produites que je n'ai pas notées, René y a mis le téléphone, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je l'ai regardé juste une seconde. Elle a ouvert la bouche. J'ai dit, tu voulais que la pièce voie qui je suis. Un temps. Maintenant, il le voit. J'ai marché jusqu'au couloir et ouvert la porte de la petite pièce attenante. Ma mère l'utilisait pour coudre. Ou l'avait fait avant que la machine ne tombe en panne et que personne ne la remplace, et j'ai refermé la porte derrière moi. Pas bruyamment. Juste fermé. La façon dont on ferme une porte quand il y a d'autres personnes dans la maison et qu'on essaie de ne pas les déranger. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Monsieur Harrington, je suis désolé pour le retard. Pas du tout, dit-il. Est-ce un mauvais moment? Non, dis-je, c'est un bon moment. Passons en revue les documents. Nous avons parlé pendant 11 minutes. Il m'a expliqué les conditions d'approbation, le calendrier pour la signature formelle, un petit amendement à la clause de complément de prix que le Conseil avait discuté lors de la dernière réunion. J'ai pris 3 notes au dos d'un ticket de caisse que j'ai trouvé dans la poche de ma veste, la même veste avec laquelle j'étais venu, la même poche où je gardais les tickets de la station-service près de Trion. C'était le seul papier que j'avais. À 7h11, James Harrington a dit à nouveau, « Félicitations, Evelyn. » Sincèrement, c'était une affaire solide. « Merci, dis-je. Je regarderai tout ça demain matin. » « Profitez de votre soirée, dit-il à nouveau, le pensant cette fois, et raccrocha. Je suis resté dans la pièce à coudre un instant. La machine était toujours là dans le coin, débranchée, une couche de poussière sur la plaque plane. Il y avait un panier de chutes de tissu que ma mère avait l'intention de trier depuis plusieurs années, semblait-il. Une fenêtre qui donnait sur le côté court, noire maintenant avec l'obscurité d'octobre, reflétant une petite pièce éclairée et une femme y tenant un téléphone, vêtue d'une blouse grise. Je n'ai pas regardé mon reflet longtemps. J'ai mis le téléphone dans ma poche, lissé le devant de ma veste, ouvert la porte. La salle à manger était plus silencieuse que je ne l'avais laissée, bien que non silencieuse, le silence particulier des gens qui parlaient, et s'était arrêté en entendant la porte. Ma mère était de nouveau à table. Lisa avait rempli son verre d'eau. Harriet regardait une branche du centre de table avec une grande concentration. La façon dont on regarde quelque chose que l'on a soudainement trouvé extrêmement intéressant. Renée était assise sur la même chaise. Elle n'avait pas bougé. Elle tenait son verre de vin à 2 mains, ne buvant pas, le tenant juste par la base. Sa mâchoire était serrée selon un angle que je reconnaissais de notre adolescence, quand elle avait perdu une dispute qu'elle ne s'attendait pas à perdre. Dererick me regarda quand j'entrai. Il hocha la tête une fois, très légèrement. La façon dont une personne hoche la tête quand elle veut communiquer qu'elle est consciente de ce qui vient de se passer et n'a aucune intention d'aggraver la situation. Je me suis rassise à mon bout de la table, j'ai pris ma fourchette. Le poulet avait refroidi, mais c'était toujours bon. Le dîner dura encore 40 minutes. Je le sais car j'ai vérifié l'heure quand je me suis assise et je l'ai vérifié à nouveau quand ma mère a commencé à ramasser les assiettes, et le nombre entre les deux était de 43 minutes. Ce que je peux vous dire sur ces 43 minutes, c'est que la table avait une qualité différente de celle qu'elle avait avant que je n'entre dans la pièce à coudre. Pas plus bruyante, pas plus silencieuse, juste différente. La façon dont une pièce se sent après que des meubles ont été déplacés et que tout le monde navigue encore le nouvel arrangement sans regarder ses pieds. Le recalibrage prit moins de temps que prévu.
Environ 45 secondes. J'ai vu des ratios de pivotement plus lents lors des appels de résultats trimestriels. Derek commença. Il demanda sincèrement, je pense, ce qu'une société de conseil en fusion-acquisition boutique faisait réellement différemment d'une grande banque. Et je lui expliquai en 3 phrases, et il hocha la tête comme si la réponse avait du sens pour lui. Puis Lisa demanda depuis combien de temps j'étais chez Cassidy Marsh, et je lui dis 6 ans, et elle dit que c'était une belle ancienneté, ce qui est vrai. Puis Harriet, qui avait visiblement réglé ses sentiments concernant la branche du centre de table, regarda ma blouse et dit, tu sais, je trouve toujours ça bien quand les gens ne se surhabillent pas pour les événements familiaux. Très sensée, elle le voulait comme un compliment. Je pensais, oui, c'était exactement le but. Ma mère passa le reste du rôti. Tom mangea plus de pommes de terre. La conversation avança prudemment. La façon dont une conversation avance quand il y a quelque chose d'important et récent dans la pièce que tout le monde a décidé, sans discussion, de contourner pour l'instant. Et puis René parla, et vit. Sa voix avait perdu sa qualité de performance, ce que je remarquais. Elle me regardait avec quelque chose qui voulait être direct. Elle fit une pause. Je pensais qu'elle attendait que je remplisse la pause. Je ne le fis pas. Je t'ai entendu, dis-je. Elle cligna des yeux. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait préparée. Elle avait préparé, ça va, ou, ne t'inquiète pas, ou peut-être, je sais, c'est bon. N'importe laquelle de ces réponses lui aurait permis de passer à autre chose, la compréhension restaurée, la difficulté absorbée, la table revenue à la normale. Je t'ai entendu, je n'ai rien dit de tout cela. C'est juste rester là. Elle dit, plus bas maintenant. Je sais. René, la table s'était de nouveau tue, ou du moins plus silencieuse. De la façon dont une table se tait quand les personnes qui y sont sentent que ce qui se passe à une extrémité devrait probablement être laissé à se terminer. J'ai attendu qu'elle me regarde. Je t'ai entendu, dis-je à nouveau. Les 2 fois, elle a fermé la bouche. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, le rôti était vraiment bon. As-tu utilisé du cidre de pomme cette fois? Ma mère me regarda un instant qui contenait plusieurs choses qu'elle ne dit pas. Et puis elle dit oui. Elle avait trouvé une recette qui en demandait et elle pensait que cela valait la peine d'essayer. Et j'ai posé une question sur la recette et elle répondit. Et c'est ainsi que la conversation avança. René n'essaya pas une 3e fois. Quand le dîner fut terminé, les gens se sont déplacés de la manière naturelle des gens après le dîner. Derek dans le salon pour trouver la télécommande. Lisa aidant ma mère à porter les assiettes. Harriet réveillant Tom. La petite dispersion générale d'une réunion de famille qui a atteint sa fin naturelle légèrement en avance. J'ai ramassé les verres de la table et les ai apportés à la cuisine. Et quand Lisa a proposé de finir, je lui ai dit d'aller s'asseoir. Je m'en occuperai. Je voulais la cuisine. Je voulais être utile et seul en même temps, ce qui est une combinaison que j'ai toujours su organiser. La cuisine était chaude. L'odeur du rôti s'était imprégnée de tout, des rideaux probablement, comme le font les odeurs de nourriture quand une maison est bien chauffée et que les fenêtres ont été fermées contre le froid d'octobre. J'ai rempli l'évier d'eau chaude. J'ai trouvé le liquide vaisselle sous l'armoire où il se trouvait depuis mes 7 ans. J'ai commencé les verres. Je veux être honnête sur quelque chose. J'ai gagné. Je veux dire cela clairement d'abord car le reste sera compliqué et je ne veux pas que la complication obscurcisse le fait que j'ai gagné. René a brandi ce téléphone et la vérité a éclaté à travers, et la pièce a vu exactement ce qu'elle s'était efforcée pendant des années de leur cacher, le cadre qu'elle avait construit. Evie la modeste, Evie l'intermédiaire, toujours au travail. Parce qu'il n'y a rien d'autre, Evie s'est effondrée en à peu près le même temps qu'il a fallu à James Harrington pour lire 3 phrases. Je me suis levé. J'ai dit une chose. Je suis sorti prendre mon appel et suis revenu manger du poulet froid. Elle a dit qu'elle plaisantait et je lui ai dit que je l'avais entendue et elle s'est assise. C'est une victoire. J'en suis consciente. Mais voici la chose que je n'avais pas prise en compte. J'étais debout dans la cuisine de ma mère à 19h50 un vendredi soir, lavant des verres qui avaient encore du vin au fond de certains d'entre eux. Et ce que je ressentais n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé, si je suis honnête, si je m'étais permis de l'imaginer du tout, que cela ressemblerait à une clôture.
Comme la satisfaction particulière de signer la dernière page d'une affaire qui a pris beaucoup de temps. La façon dont le stylo bouge différemment sur cette page, avec plus de poids en quelque sorte. Cela ne ressemblait pas à cela. J'avais l'impression d'avoir prouvé quelque chose à une pièce qui rentrerait chez elle ce soir et se souviendrait de l'histoire comme les gens se souviennent des histoires arrivées à quelqu'un d'autre, avec intérêt, avec une certaine satisfaction. Peut-être avec l'intention de la raconter à nouveau. J'avais l'impression d'avoir mis le ruban sur la table devant tout le monde. Et l'enfant de 11 ans qu'il avait gardé dans la poche de sa veste pendant 2 semaines parce qu'il n'y avait personne à qui le donner, avait toujours 11 ans, attendant toujours à la porte du gymnase. Toujours pas sûr de vouloir que quelqu'un le voie. J'avais répondu à une question ce soir. Je n'étais pas certaine que c'était la bonne question. La porte moustiquaire s'ouvrit derrière moi. J'ai continué à écouter les pas sur le parquet, sans précipitation. Puis la voix de ma mère, plus douce que celle qu'elle avait utilisée à table toute la soirée. Le registre qu'elle utilise lorsqu'elle parle à une personne au lieu d'une pièce. Evie, dit-elle, viens t'asseoir avec moi un instant. J'ai coupé l'eau, séché mes mains sur le torchon accroché à la poignée du four, le même crochet, le même torchon, ou un autre au même endroit. Cela n'avait pas d'importance. Je me suis retourné. Elle tenait 2 verres de thé sucré, un verre dans chaque main, debout dans l'encadrement de la porte de sa cuisine. La vaisselle sera là demain, dit-elle. Je l'ai suivie dehors. Le porche arrière était la partie de la maison qui n'avait pas changé du tout. Même bois patiné, même 2 rocking chairs qui étaient là depuis que je m'en souvenais. Même vue sur le jardin où le platane avait tellement grandi au cours de la dernière décennie que ses branches atteignaient le faîte du toit. L'air d'octobre était devenu froid et pur, comme l'air des montagnes après la nuit. Aucune humidité, juste l'odeur des feuilles mortes et la légère fumée de bois venant de quelque part dans le quartier. Ma mère s'est assise sur sa chaise. Je me suis assise sur l'autre. Elle m'a tendu le thé sucré et je l'ai tenu sans le boire tout de suite. À l'intérieur de la maison, les bruits de Dererick et Tom parlant dans le salon. Le doux murmure complice d'un jeu à la télévision. La voix d'Harriet portant à travers la fenêtre, racontant quelque chose à Lisa sur une recette. Les bruits d'une soirée qui avait repris son cours, insistant sur sa propre continuation. Dehors, juste l'obscurité et le platane et le froid. Ma mère regarda le jardin un instant. Elle fait ça, elle s'assoit avec une chose avant d'en parler. J'ai toujours trouvé que c'était soit la qualité la plus utile, soit la moins utile chez une personne, selon le temps dont je disposais. Elle dit, je sais. Je tenais le verre de thé sucré. Le froid se répandait dans ma paume. Je ne pensais pas que tu avais arrêté. Quelque chose dans la phrase n'a pas survécu au contact avec l'air nocturne. J'ai recommencé. Non, ce n'est pas juste. Je n'ai pas essayé. Elle hocha la tête très légèrement, comme si elle s'attendait à quelque chose comme ça et l'archivait. Ce n'est pas une femme qui joue l'acceptation. Soit elle accepte, soit elle n'accepte pas. Et quand elle accepte, c'est en silence. Non, ça, c'est de ma faute aussi. Elle le dit comme on dit quelque chose qu'on a décidé de dire depuis un moment. Plat et posé, ne cherchant pas la discussion. Elle fit une pause. Je ne dis rien un instant. Le propre de cette conversation particulière était que j'en avais imaginé des versions au fil des ans. Pas souvent, et sans croire sérieusement que cela arriverait, mais occasionnellement, comme on imagine parfois des choses dont on s'est dit qu'on n'avait pas besoin. Dans la plupart des versions que j'avais imaginées, il y avait plus que cela. Des explications plus longues, plus de comptes à rendre, le genre de conversation où des choses sont nommées qui ne l'avaient jamais été auparavant, où les années sont étalées, examinées et attribuées. C'était plus silencieux que ça. Ma mère n'était pas une femme de longues explications. Elle s'est assise sur sa chaise et a dit ce qui était vrai sans s'étendre au-delà du point où la vérité avait été énoncée. J'ai trouvé, à ma propre surprise, que je préférais cela. Elle dit qu'elle s'était arrêtée. Une pause qui avait du poids. Le platane bougea contre la ligne de toit. Un petit craquement de vieux bois qui s'installe. Première place, dis-je, catégorie aquarelle. Ma mère ferma les yeux. Pas dramatiquement, juste fermés. La façon dont on les ferme quand on absorbe quelque chose et qu'on a besoin d'une seconde sans apport visuel. Elle les garda fermés pendant 3 ou 4 secondes. Puis elle les ouvrit et regarda le jardin. Elle dit, je sais. Tu n'as pas demandé.
Nous sommes restés avec ça. Ce n'était pas une accusation. Je veux être clair à ce sujet car cela aurait pu l'être et ne l'était pas. C'était juste le constat. Tu n'as pas demandé. Je n'ai pas dit. Nous voilà 22 ans plus tard sur ton porche arrière en octobre et nous le disons maintenant. Ma mère posa son thé sucré sur la coudoir de sa chaise. Elle joignit ses mains sur ses genoux comme elle le fait à l'église, non pas par dévotion, juste parce que c'est ce que ses mains font quand elle est immobile. Elle fit un petit geste de la main qui n'était pas tout à fait un mot. Ce n'était pas un autre silence. Celui-ci était différent des autres. Pas le silence de quelque chose d'inachevé, mais le silence de quelque chose qui a été dit et qui est maintenant dans l'air entre nous, visible, occupant l'espace dont il avait besoin. J'ai regardé le jardin, le platane. La façon dont les branches disparaissaient dans l'obscurité en haut, les branches inférieures encore légèrement visibles dans la lumière de la fenêtre de la cuisine. Je me suis arrêté à nouveau, les essayer différemment. On m'avait dit ce que j'étais pendant longtemps, et il était plus facile de construire quelque chose de réel ailleurs que de continuer à essayer de le montrer ici et de le voir réduit, expliqué, à quelque chose de plus petit. J'ai fait une pause, alors j'ai arrêté d'essayer ici. Et puis je pense que j'ai commencé à en être en colère. Et puis j'ai arrêté d'être en colère et j'ai juste arrêté. Ma mère écouta. Cela était censé être différent, dis-je. Mais je ne suis pas sûr que ce fût aussi différent que je le pensais. J'avais encore besoin que la pièce le voie. J'avais encore besoin, la phrase ne se termina pas proprement, alors je la laissai s'arrêter. Ma mère reprit son verre, regarda le côté de mon visage. Elle dit, la question était si spécifique et si exacte que pendant un instant je l'ai juste retenue. Dit-elle. Sa voix était prudente. La façon dont on est prudent avec quelque chose qui, on le sait, pourrait se casser. L'obscurité d'octobre était très calme. Quelque part dans la rue, une voiture passa. Non, dis-je, un temps. Mais je voulais que tu sois là. Ma mère posa sa main sur la coudoir de sa chaise. Pas sur la mienne, juste sur la coudoir. Proche. Le geste d'une femme qui n'est pas certaine de la quantité de contact souhaité et qui choisit la proximité plutôt que la présomption. Nous sommes restés assis ainsi un moment. Je ne sais pas combien de temps. Assez longtemps pour que mon thé passe de froid à frais. Assez longtemps pour que le son de la télévision à l'intérieur passe d'un programme à un autre. Assez longtemps pour que la conversation ait cessé d'être une conversation et se soit transformée en autre chose. Pas exactement confortable, mais pas l'autre chose non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose de nouveau. Tu veux t'en aller, demanda-t-elle finalement. Je devrais. C'est un long trajet, elle hocha la tête. Elle n'a pas insisté. Je me suis levé. Elle se leva aussi, un temps plus tard. Et quand j'ai tendu la main vers son verre pour le prendre à l'intérieur, elle me l'a laissé. Nous sommes rentrés par la porte moustiquaire dans la cuisine, et les bruits de la maison nous ont de nouveau entourés, et la nuit est redevenue la nuit. Avant que je ne prenne ma veste sur le crochet près de la porte, elle posa brièvement sa main sur mon épaule. Une seconde, juste ça. Je suis rentré chez moi dans l'obscurité. J'ai conduit la première heure sans musique. LI26 la nuit est une route différente de LI26 le matin. Le même asphalte, les mêmes courbes à travers les mêmes brèches et les mêmes montagnes, mais l'obscurité la change, la comprime, enlève la vue, donne l'impression que le trajet est un tube que l'on traverse plutôt qu'un paysage que l'on parcourt. Les camions étaient de sortie, les poids lourds qui dominent l'autoroute entre minuit et 6 heures du matin. Et je me suis mise derrière l'un d'eux pendant un moment et les laissé donner le rythme sans penser à le dépasser. Je veux être honnête sur ce que j'ai fait ce soir. Pas la partie avec le téléphone, cette partie dont j'ai déjà été honnête de la manière dont il est facile d'être honnête sur les choses qui ont fonctionné. Je veux dire le reste. Les 3 semaines de planification. La vérification du calendrier. La blouse grise choisie avec le même cadre que j'avais utilisé pour évaluer l'équipe de direction d'une entreprise cible. Le téléphone placé là où je savais qu'elle le verrait. L'appel confirmé pour une heure dont je savais qu'elle tomberait exactement là où elle devait tomber. Je me suis dit que c'était une expérience. J'ai utilisé ce mot depuis le début. Et ce l'était dans le sens où je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. Je n'ai pas scénarisé René attrapant le téléphone. Je n'ai pas arrangé le commentaire du concierge.
Je ne savais pas que ma mère se tiendrait dans l'encadrement de la porte de la cuisine à cet angle précis lorsque la voix de James Harrington se ferait entendre. Ces choses sont arrivées. J'ai juste créé les conditions. Mais voici ce que je ne me suis pas dit et que j'aurais dû. J'avais été invisible dans cette maison pendant 22 ans. Une partie de cela était René construisant un cadre et ma famille l'acceptant. Et une partie de cela était moi décidant que la forme de protection la plus sûre était de ne rien leur donner à voir. Je n'ai pas partagé ce que je faisais parce que j'avais peur de le voir réduit. Cette peur était réelle et avait une histoire. Et je ne la minimiserai pas. Mais la peur avec une histoire reste un choix à un certain point. Et à un certain point, je ne suis pas sûr exactement quand, mon silence a cessé d'être de l'autoprotection pour devenir quelque chose de plus proche d'une punition. Un retrait que j'ai maintenu assez longtemps pour qu'il devienne permanent. Assez longtemps pour que quand René a dit « Écoutons à qui le concierge a bien pu parler », elle ne l'inventait pas entièrement. Elle comblait un vide que j'avais laissé. J'ai aidé à construire la version de moi-même que tout le monde à cette table a cru ce soir. Pas avec des mensonges, mais avec la distance. Il y a une différence, et je l'ai traité comme la même chose. Le camion devant moi a pris une sortie près de Hendersonville, et soudain la route s'est ouverte, et j'étais seul dessus. Juste les lignes blanches venant à moi dans les phares, les montagnes invisibles des deux côtés. J'ai allumé la radio, j'ai trouvé quelque chose de discret et instrumental qui ne me demandait rien. Je l'ai laissé allumer. À 9h47, mon téléphone a vibré sur le siège passager. J'ai attendu la prochaine aire de repos, je me suis garé, j'ai mis le frein à main. René, pas d'émoji, pas de point d'exclamation. Les phrases avaient la qualité dépouillée de quelque chose d'écrit et réécrit jusqu'à ce qu'il ne reste que les mots nécessaires. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face cachée sur le siège passager et je suis resté assise sur le parking de l'aire de repos pendant quelques minutes. Une famille était à la table de pique-nique près des distributeurs automatiques. 2 enfants, un père, tout le monde un peu flou par la route, s'arrêtant quelque part entre leur point de départ et leur destination. L'un des enfants chassait une mythe autour de la lumière du parking. Le père regardait sans intervenir. J'ai pensé à René. Les excuses étaient réelles. Je pouvais faire la différence. J'ai reçu suffisamment d'excuses irréelles pour savoir ce qu'elle ressentait. La façon dont elles sont façonnées vers le soulagement de celui qui s'excuse plutôt que celui qui les reçoit. Ce n'était pas ça. C'était une femme assise dans le salon de sa mère après que tout le monde soit parti, écrivant quelque chose qu'elle ne voulait pas écrire parce qu'elle comprenait probablement pour la première fois depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, qu'elle avait eu tort. Pas les commentaires sur le concierge spécifiquement, bien que cela aussi, mais toute la structure, les années de cela. Je n'étais pas assez en colère pour vouloir la faire souffrir. Je veux dire cela clairement car cela pourrait ne pas être évident de l'extérieur. Je ne suis pas entré dans cette maison ce soir avec la cruauté en tête. Je suis entré avec un téléphone et un appel programmé et 22 ans de patience. Et ce que je voulais, c'était que la pièce sache qui j'étais. C'est tout ce que je voulais. Je ne voulais pas que René ressente ce qu'elle ressentait assise sur cette chaise à 19h15 pendant que la table se recalibrait autour d'elle. Ou peut-être que je le voulais un peu, mais plus maintenant. Pas maintenant. Assise dans une aire de repos de l'île 26 avec ses excuses sur mon téléphone et le souvenir du Porsche encore proche de la surface. Pas maintenant quand ce à quoi je ne cessais de revenir n'était pas le moment avec le téléphone, mais le moment où ma mère a demandé si j'avais gagné le concours et j'ai dit première place catégorie aquarelle et elle a fermé les yeux. Je n'ai pas répondu au message de René. Pas cette nuit-là. Non pas parce que j'avais décidé de ne pas le faire. Parce que je n'avais pas encore les mots et je ne voulais pas envoyer les mauvais et il restait encore 1 heure de route et je ne voulais pas prendre de décision concernant ma sœur depuis une aire de repos à Hendersonville. À 22h un vendredi, je suis retourné sur l'autoroute. Charlotte s'annonça comme elle le fait toujours, d'abord une lueur à l'horizon, puis la géométrie spécifique de la skyline se dessinant sur le ciel sombre, les bâtiments éclairés dans le patchwork particulier d'une ville qui ne dort jamais entièrement. J'ai pris ma sortie et j'ai traversé le centre-ville presque sans trafic, juste les feux de circulation changeant de couleur pour des intersections vides, et je me suis garé dans le garage de mon immeuble et ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Mon appartement était sombre. J'ai allumé la lampe de bureau, pas le plafonnier, juste la lampe, et j'ai posé mes clés sur le crochet près de la porte, le même crochet où je les avais prises à 6h43 ce matin-là, il y a plusieurs heures, ce qui semblait plus long que ce que l'horloge indiquait.
Les 3 écrans étaient encore sombres. Le bloc-notes légal était toujours dans la pile de recyclage, les coins alignés. Et dans le coin du bureau, entre le bloc-notes légal et le chargeur de téléphone, le petit tableau encadré en bois, 10x12 5cm, les Blue Ridge Mountains début novembre. Je me suis assise sur la chaise de bureau, je l'ai pris. Je l'avais depuis 22 ans. Je ne l'avais jamais accroché au mur parce que je n'avais jamais décidé quoi en faire. Et en l'absence de décision, il était resté sur le bureau. Et finalement le bureau était devenu l'endroit où il vivait. Je le tenais maintenant et le regardais. La ligne de crête brumeuse, la façon dont le premier plan apparaissait plus net que l'arrière-plan, la qualité particulière de l'aquarelle qui laisse passer la lumière à travers le pigment et fait que même les couleurs sombres portent en elles une certaine luminosité. Ma mère n'avait pas su qu'il existait. J'ai pris mon téléphone. Il était 23h48. Trop tard pour appeler. J'ai ouvert un message à la place. Je l'ai tapé. Je l'ai relu une fois. Je reviendrai avant Thanksgiving. Juste nous si ça va. Je veux te dire ce que je fais. Je veux que tu saches. Je l'ai envoyé. J'ai posé le téléphone sur le bureau. La skyline de Charlotte était là, devant la fenêtre, patiente et indifférente, faisant ce que les villes font. 4 minutes plus tard, le téléphone s'est allumé. Je ferai le rôti. Dis-moi quel jour. Je l'ai lu 2 fois, regardé le tableau, l'ai remis sur le bureau. Même coin, même endroit, même lumière de la lampe sur la ligne de crête des montagnes. Mais quelque chose était différent. Pas le tableau. Le tableau était le même. Certaines victoires nécessitent un public. D'autres demandent juste la bonne personne. J'avais su être patiente pendant 20 ans. J'avais observé attentivement, compris à fond, attendu le moment exact. J'avais su avant elle ce que René chercherait. J'avais juste pas appliqué toute cette patience à la question de ce que moi je cherchais. J'ai éteint la lampe. La ville est restée éclairée devant la fenêtre comme le font les villes, non pour quelqu'un en particulier, juste parce que les lumières étaient allumées et que personne ne les avait éteintes. Je pensais que demain j'appellerais ma mère et nous trouverions une date avant Thanksgiving. Je pensais que c'était suffisant pour ce soir. Parfois, le silence que tu as choisi pour te protéger devient le silence qui t'efface. Tu arrêtes de partager parce que tu as peur d'être ignoré. Et quelque part en chemin, cette peur cesse d'être un bouclier et commence à être un mur. Tu te dis que tu protèges quelque chose. Mais ce que tu fais vraiment, c'est donner le stylo aux autres et les laisser écrire ton histoire pour toi. Evie a passé 22 ans à être patiente. Elle a observé attentivement, attendu précisément, et choisi exactement le bon moment pour laisser la vérité parler d'elle-même. Et ça a marché. Mais le moment qui a réellement changé quelque chose n'était pas l'appel téléphonique. C'était un Porsche arrière, 2 verres de thé sucré, et une mère posant une question qu'elle aurait dû poser 20 ans plus tôt. La leçon n'est pas de révéler les choses au moment parfait. C'est de se demander ce que l'on attend réellement et si la personne qui a le plus besoin de vous voir n'est pas à portée d'une conversation honnête. T'es-tu déjà tu sur quelque chose d'important pour te protéger et réaliser trop tard que le silence faisait plus mal que parler n'aurait fait ?